Je m'explique où est le paradoxe, où est le non-sens. Le paradoxe et le non-sens sont dans le fait que, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, on est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables, c'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui un Victor Hugo serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Socrate serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable? Non. Donc il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo? Que serait l'humanité sans ces gens-là? Nous serions des animaux. Omar Aktouf, intellectuel algérien installé au Canada, a été professeur titulaire de management à HEC Montréal et aujourd'hui à la retraite. Détenteur de plusieurs hauts diplômes, dont une maîtrise en psychologie, une autre en gestion économie du développement, d'un MBA et PhD en économie management, il a enseigné autant au Canada que dans différents pays, à travers 3 continents et en différentes langues. Il cumule une carrière de cadre dirigeant en entreprise durant une quinzaine d'années, puis de professeur, chercheur et consultant international. Il a à son actif près d'une centaine de publications en revues scientifiques en plusieurs langues, plus d'une dizaine de livres dont certains traduits en anglais, espagnol, portugais, plus d'une trentaine de livres en collaboration, dont en allemand, italien, suédois. Il est conférencier, keynote et professeur spécial régulièrement invité à travers le monde. Il a également été récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont Prix de la Recherche Université de Montréal 1987, Prix du meilleur livre d'affaires, Québec 2003, Prix du meilleur article en formation en management de la Canadian Administrative Sciences Association 2005, Médaille de contribution spéciale à l'avancement des connaissances, Université Unival, Colombie 2012, intronisé personnalité marquante de l'histoire récente du Canada par la Bibliothèque nationale et Archives Canada 2011, classé parmi les 10 meilleurs auteurs en économie-gestion des 20 dernières années du siècle passé, Berlin, Organisation Entwicklung 2000, lauréat du discours de leçon inaugurale, année académique 2015, Bogota, prix du meilleur parcours d'expert GRH de l'association GRH Maghreb France en 1996. Bienvenue à tous et toutes au webinaire du professeur Aktouf. Bonjour, bonjour tout le monde. Salam alaikum. Azul Fillawan. Hi, everybody who are listening to us from England and elsewhere in English-speaking countries. Bon, écoutez, tout d'abord, je tiens à saluer les personnes dont je vois déjà les noms ici. Les Liamines, il y en a, bon, Amin Fas, évidemment, le Liamine, il y a 2 Liamines, il y a Michel aussi. Salut Michel, de Verviers. Alors, je dis souvent, je pense que je dis Bruxelles, mais c'est pas Bruxelles, c'est Verviers, Belgique. Fidèle ami et fidèle critique, euh, très averti. Bien que euh, largement autodidacte, ce pourquoi je l'admire, tellement il a de culture. Michel, je te fais rougir, mais ne m'en veux pas, hein. Il faut que je le dise, Michel est quelqu'un de formation de métier manuel. Infographie, je crois, chose comme ça. En tout cas, il fait des choses, du design, voilà. Donc, un manuel de base et qui a une culture économique, politique, géopolitique, etc., que n'importe lequel de mes collègues de HEC Montréal pâlirait en écoutant.
Alors, c'est bien que je commence par là. Bon, d'abord, comment dire, mes regrets pour la semaine passée. Je n'ai pas pu, vraiment, j'étais pas du tout en condition pour faire le webinaire. D'ailleurs, vous avez vu, je l'ai annulé pratiquement, on l'a annulé pratiquement en dernière minute. Et donc, pour aujourd'hui, on va faire exactement 2 heures, parce qu'à 2h30, la chaîne doit être prise par une autre émission. Et donc, alors, ce que plusieurs choses avec lesquelles je voulais commencer là cette semaine. Il y a tellement d'horreurs qui se passent dans le monde en ce moment, à commencer par Trump. Et vous avez vu ce titre que je vous ai suggéré cette semaine, et qui est une variante en fait du titre de, de la semaine passée, pour ne pas répéter les mêmes termes. Euh, Trumpisme, fantasme, fantasme de super leadership. Alors ça, c'est quelque chose dont on traitera, je pense, assez longuement. Tous les dommages, tout le mal, toutes les calamités qui ont été créées dans le monde à cause de cette théorie farfelue, strictement inventée aux États-Unis, que ce soit le leadership, que ce soit la motivation, notamment motivation au travail. Bon, motivation, ça existe évidemment en psychologie depuis la naissance de la discipline au 19e siècle, mais les motivations au pluriel, ou les motivations au travail, c'est particulièrement. Donc en milieu industriel et en milieu de travail, ça c'est strictement inventé et divulgué aux États-Unis. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait des diplômes ou des études en gestion ou dans ce domaine-là, le savent très bien que tous les auteurs sont des auteurs à nom, à consonance anglo-saxonne, et donc particulièrement américaine. Alors, le leadership, évidemment, n'y échappe pas. Alors, vous allez voir jusqu'où ça va, cette histoire de leadership. Et ce qui va peut-être vous étonner, c'est que ce qui a éveillé mon attention le plus sur ces côtés farfelus, tordus, fantaisistes, dangereux, des théories du leadership en particulier. Alors, leadership, je pense que tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est les théories de gens qui ont comme ça, de manière naturelle, par naissance, par je ne sais quoi, parce que c'est essentiellement le type d'autorité, comme dirait Max Weber, ou de pouvoir. Max Weber parlait notamment d'autorité, essentiellement. Accessoirement de pouvoir, mais d'autorité. Et on le mélange. D'ailleurs, dans mon livre, dans mon livre Tradition, Management en tradition de renouvellement, je remets en perspective plusieurs de ces auteurs princeps qu'on introduit dans le management et les théories économiques de façon complètement farfelue et qui n'ont rien à y voir, dont Max Weber qui a traité notamment de la théorie de l'autorité. Bon, alors on verra tout à l'heure de quoi il s'agit, mais pour l'instant, pour ne pas trop retenir ces rabais, j'aimerais, c'est là-bas que tu passes tout de suite l'extrait 4 minutes des vidéos de ce fameux Hervé Kampf dont je vous parle depuis un certain temps et qui a écrit le fameux livre Comment les riches détruisent la planète. Voilà. Et là, je vous avais dit la semaine dernière qu'il vient de sortir un, mais sous forme de BD, de bande dessinée, qui s'intitule Pourquoi. Alors, on est passé du comment au pourquoi les riches détruisent la planète. Alors, dans cet extrait de 4 minutes, et je vous suggère d'écouter la vidéo complète,
Vous la trouvez facilement. Donc Hervé Camp, vidéo, pourquoi les riches saccagent, ravagent la planète. C'est ça le titre exact. Pourquoi les riches ravagent la planète. Bon, alors, Rabah, si tu veux bien passer cet extrait, s'il te plaît. On parlait de Bernard Arnault. Sa fortune s'est faite autour de 1986, quand il a pu racheter une entreprise. L'entreprise s'appelait Boussac-Saint-Frère. Il n'avait pas l'argent pour le faire. Il a obtenu l'aide de l'État pour racheter ce grand groupe. En promettant qu'il sauverait l'emploi, etc. Il n'a pas du tout sauvé l'emploi. Il a viré tout le monde. Il a juste gardé Dior. La vérité, c'est que depuis le néolibéralisme, l'État s'est mis au service des riches. Ce qui est certain, c'est qu'une situation d'inégalité très grande ne peut pas durer très longtemps. Quand les inégalités deviennent trop élevées historiquement, il y a 4 moyens pour les diminuer. Il y a la guerre, la révolution, l'effondrement de l'État et il y a les pandémies. Bienvenue dans le Greenetter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des ultra-riches et de leur impact sur la planète. Gestion de multinationales de plus en plus puissantes, contrôle des médias et des réseaux sociaux ou influence politique directe. Les milliardaires ont un pouvoir bien supérieur à leur simple consommation. D'où cette question, sommes-nous entrés en oligarchie ? Pour y répondre, nous recevons Hervé Kempf, ancien journaliste au Monde, fondateur du journal Reporter et auteur de nombreux livres, dont la BD « Comment les riches ravagent la planète ». Hervé Kempf, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir fait une BD sur les riches ? Pourquoi je voulais faire une BD ? Parce que en 2007, il y a longtemps maintenant, j'avais commis un livre « Comment les riches détruisent la planète » qui cherchait et qui a montré comment la question sociale et la question écologique s'imbriquent l'une dans l'autre. Ce qui maintenant est devenu un lieu commun, mais qui à l'époque était assez nouveau. C'était important de le dire. D'ailleurs, le livre a très bien marché. Il continue toujours à se vendre. Il a été traduit en 10 ou 12 langues. Mais le temps a passé et en écologie, il y a des générations qui viennent régulièrement tous les 10 ou 15 ans. Et autour de 2018, il y avait la génération du mouvement climat. Plein de jeunes, surtout des jeunes qui arrivaient, qui débarquaient et qui découvraient avec une espèce de sidération l'ampleur de la catastrophe écologique. Et là, vraiment, l'idée de la BD est née parce que je me rendais compte qu'il manquait de culture politique au sens comment on comprend le monde, quels sont les rapports de pouvoir, etc. Et je me disais que la BD était un bon instrument pour passer des idées vers une autre génération. Alors j'ai d'abord cherché, enfin ça n'a pas marché à ce moment-là, et puis il y a 2 ans à peu près, j'ai relancé le projet, et puis tout s'est mis en, comment dit-on, les comètes, les planètes se mettent dans le bon, voilà, c'est ça. Donc l'éditeur, le dessinateur, j'ai été voir Juan Mendes, donc qui est un dessinateur de Reporter que je connaissais peu, mais je trouvais son trait formidable, son humour formidable, donc j'ai été le voir et je lui ai dit, écoute Juan, j'ai ce projet, est-ce que ça marche? Et en gros, il m'a dit ouais. Alors, on est tous le riche de quelqu'un. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un riche ? Il y a aussi plusieurs catégories parmi les riches. Voilà, que sont les riches ? Le mieux, enfin, il y a plusieurs façons de rentrer dans le sujet, mais le mieux, le plus simple, j'allais dire, c'est de partir par le niveau de revenu, parce que tout le monde a un revenu d'une manière ou d'une autre, et donc on peut se situer. Donc, il n'y a pas de définition officielle de la richesse, mais je reprends celle de l'Observatoire des inégalités, qui est une association très pointue en économie, qui travaille sur les inégalités, et qui dit, en reprenant le symétrique de la définition de la pauvreté, qui elle est officielle, on est pauvre quand on gagne moins de la moitié du revenu médian. Alors le revenu médian, c'est quoi? C'est le niveau de revenu où il y a autant de gens qui gagnent plus que de gens qui gagnent moins. Donc en France, il est par exemple autour de, en 2024, fin 2024, début 2025, 2000, 2200, 2300. Donc on est pauvre si on gagne la moitié de moins que ça, c'est-à-dire si on gagne moins de 1000, 1100 euros pour une personne seule et après impôt. Et l'Observatoire des inégalités symétrise ce rapport et dit on est riche quand on gagne 2 fois plus que le revenu médian, c'est-à-dire effectivement 4200, 4400 pour une personne seule et après impôt. Donc si on gagne 4400 euros, par exemple, on fait partie des 10% les plus riches dans un pays comme la France. Et après, il y a eu ce qui s'est... Bon, et ben donc voilà. J'espère que ça vous donnera envie
de visionner cette vidéo. Je vous y encourage très fortement. Elle dure 1 heure à peu près, je pense 1h25. Et vous allez découvrir des choses inouïes, quoi. C'est des choses qu'on attribue en général qu'aux farfelus communistes, socialistes, boumediénistes, attardés comme moi. Bon, alors vous allez voir dans cette vidéo, et si vous achetez les livres, les deux, le comment et le pourquoi, eh ben vous verrez que d'abord les riches ne se sont jamais, vous m'écoutez bien, il l'a dit, il va l'expliquer encore plus le long de la vidéo. Et si vous lisez Joseph Stiglitz, notamment La Grande Désillusion ou L'économie de rêve, ou etc., etc. Bon, comment les riches ne sont riches que parce qu'ils volent. Point. Et quand je parle de riches, là, évidemment, je parle de riches. Je ne parle pas de riches qui est juste au-dessus du salaire médian, comme vient de l'expliquer Hervé Kempf. Évidemment, les ultra-riches, Bon, alors, est-ce que vous savez que les membres du groupe de Davos, ce groupe qui se réunit tous les ans dans une station de ski, ou station en tout cas hivernale de loisirs pour ultramilliardaires en Suisse, dans les Alpes suisses de la planète, ils se réunissent tous les ans, à peu près entre novembre et janvier, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a des politiciens, il y a des scientifiques, il y a des, etc., enfin, ou des pseudo-scientifiques, et il y en a aussi. Et donc, ils se réunissent pour penser l'avenir de la planète. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, répondez-moi juste à cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une réunion parallèle de pauvres, des chômeurs, des itinérants, des SDF, des manœuvres, des ouvriers de base, des ouvriers de chantier? On les réunit parallèlement aux supermilliardaires pour que eux aussi disent que doit devenir la planète. Pourquoi c'est juste les ultra riches? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on a décidé que ce monde ne doit être pensé que par ceux qui dominent, évidemment, les dominants. Je vous renvoie à Marx, je vous renvoie à Lénine, je vous renvoie à Tolstoï, à Bakounine, etc., etc., etc. Évidemment, Jean-Jacques Rousseau, Hume, Locke, et j'en passe, et j'en passe. Et vous verrez d'où vient Ibn Khaldoun, bien entendu, etc., et d'où viennent les inégalités sociales et comment et pourquoi ça a fait que le monde est devenu un monde où cette planète, où cette terre, où l'humanité uniquement jouait un jouet pour les riches. C'est eux qui jouent avec. Les autres n'ont pas le droit de jouer. Alors, une nouvelle, si je ne l'ai pas dit la semaine dernière, je vous le dis, enfin la semaine d'avant, les milliardaires, les ultramilliardaires de Davos, c'est ceux qui vont à Davos, parce qu'il y en a d'autres, évidemment, il n'y a pas tout le monde, ils n'y vont pas tous. Alors, figurez-vous qu'ils parlent d'écologie. À Davos, ces milliardaires et leurs valets, leurs serviteurs. Alors, il y a Macron, il y a etc., etc., enfin, tous les politiciens qu'ils ont placés eux-mêmes au poste qu'ils occupent, qui sont là, journalistes, intellectuels, professeurs, etc., tout ça, qui sont donc les valets, les serviteurs des milliardaires, qui sont là pour cautionner tout ce que les milliardaires disent et veulent et désirent. Et donc, la fortune de ces milliardaires depuis 2023
a augmenté de 2000 milliards de dollars. Vous m'entendez? La fortune de ces ultra-milliardaires a augmenté de 2000 milliards de dollars depuis 2023. Ce qui était à Davos, dont parle Hervé Kampf. Bon, pendant ce temps, le salaire moyen ou médian, enfin, on peut parler de moyen, de médian. Bon, pour moi, il n'y a pas grande différence. Qu'on parle du médian ou du moyen, ça donne une idée de l'ouvrier dans le monde. Si on exclut le Sud global, alors il faut exclure le Sud global, parce que là, ça devient impossible de calculer. Et ça devient trop inégalitaire, parce que ça n'a plus aucun sens. Quand un ouvrier de Cotonou au Bénin, comme je l'ai vu, employé par une multinationale maritime française qui fait des millions de dollars de bénéfices par jour, cet ouvrier à Cotonou au Bénin est payé moins d'1 $ de l'heure. Et là, c'est vraiment employé de multinationales. 1 $ de l'heure, c'est déjà presque une fortune. Voilà, donc, si on exclut le Sud global, on garde les États-Unis, le Canada, l'Europe, eh bien, on a une stagnation du salaire médian ou moyen de l'ouvrier, l'employé moyen, qui est au niveau réel de pouvoir d'achat équivalent à celui de 1973. Le monde ouvrier, le monde des employés est resté à un niveau de pouvoir d'achat, de fortune, de tout ce que vous voudrez, en termes de pouvoir d'achat réel, pas nominal. Pas dire qu'aujourd'hui, un ouvrier moyen américain gagne 500 $ de plus ou 800 $ de plus que celui de 73, ça ne veut rien dire. Ça, c'est salaire nominal. Ce qui signifie quelque chose, c'est le salaire réel, en termes de pouvoir d'achat réel. Eh bien, il est au niveau de 1973. Imaginez comment ces gens-là peuvent-ils vivre? Bon, alors j'ai envie de vous raconter quelque chose, je ne sais pas si j'ai déjà fait, mais si je l'ai fait, c'est pas grave. Quand j'étais candidat la première fois en politique ici, parce que figurez-vous que naïvement, euh, au début de mon installation au Canada, qui a effectivement commencé dans les années 70, hein, où je terminais certains aspects de mes études que je ne pouvais pas terminer ni en Algérie ni en France, notamment en business economics et en business tout court, en management, qui n'existait pratiquement pas à l'époque en langue française, c'était pratiquement qu'en anglais. Eh bien, ici, au Canada, je m'imaginais tout à fait naïvement, ça c'est l'influence de ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Je crois que c'est Noam Chomsky qui a élaboré le premier cette formule. Le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir de la communication. Donc de la télévision, des journaux, des films, de Hollywood, des spectacles, etc., où on vous passe des messages et des messages et des messages et des messages. Bon. Alors, est-ce que vous savez aujourd'hui que Arnaud
dont on a parlé aujourd'hui, il me semble bien que c'est lui, hein. C'est soit lui, soit Bolloré, qui a acheté, c'est sa propriété privée maintenant, l'école de journalisme de France, ou une école de journalisme, l'école de journalisme de Paris, je crois. Vous imaginez où ils vont là? Ils deviennent propriétaires d'écoles de journalisme. Journalistes, ils vont former, qui vont dire quoi? Dans le sens du bien de qui? Alors donc moi je vous dis naïvement, ces années-là, 70, mais c'était encore le cas quand même, hein, plus ou moins, ce quatrième pouvoir disait quand même de temps en temps des vérités, des choses. Il y avait des rapports, des reportages in situ sur ce que faisait par exemple l'armée américaine au Vietnam. C'est ce qui a d'ailleurs précipité l'arrêt du carnage en 75, si j'ai bonne mémoire, avec Kissinger et Nixon. Bon, alors donc, et à l'époque, donc ce quatrième pouvoir, reprise par dans Vincent Bolloré. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Heureusement qu'il y a Sierra Rabah pour étayer ce que je dis, parce que je pense qu'il y en a encore des fois qui se demandent si, ou qui colportent l'idée et la propagande que j'invente des choses. Bon, alors voilà, vous l'avez vu. Alors donc, euh, je m'imaginais naïvement que tous les médias, etc., et que la politique, tout ça, c'était du vote, du suffrage universel, libre, librement pensé, librement motivé, librement élaboré dans la tête de chaque citoyen, qui est complètement, totalement informé, comme le veut la théorie du marché, hein, information pure et parfaite pour tout le monde, etc. Naïvement, je croyais que ça marchait comme ça. Et donc, c'est resté un peu dans ma tête. Alors, petit à petit, je commençais à me rendre compte de hiatus, mais ça n'avait rien à voir avec l'ampleur avec laquelle aujourd'hui les médias, ce quatrième pouvoir, nous prend pour des imbéciles, mais alors complets et hermétiques. Toto. Rien à voir. On nous prenait déjà pour des imbéciles. Mais il y avait moyen, il y avait possibilité de discerner un peu, ou des journalistes qui faisaient un peu leur travail et qui guidaient vers un peu plus de discernement. Et donc ça m'a amené à participer de fil en aiguille à la création du premier parti politique de gauche, je crois, de toute l'Amérique du Nord. Ça s'appelait l'UFP, l'Union des forces progressistes. Et ça venait, la racine, etc., c'était le fameux FLQ, Front de libération du Québec, dont je vous ai déjà parlé et dont j'ai connu certains transfuges, certains membres, certains fugitifs, etc., déjà en Algérie, qui venaient se réfugier en Algérie. Beaucoup. On avait, à l'indépendance de l'Algérie, dès l'indépendance de l'Algérie, on a commencé à voir arriver des Cubains, des Chiliens, bon, les Cubains, c'est pas parce qu'ils fuyaient Cuba, pas du tout. Cuba était déjà indépendante, mais des Cubains qui venaient à l'invitation de l'Algérie ou pour aider en Algérie ou pour. Et ben, l'Algérie manquait de tout. La France a laissé tabula rasa, rien, rien de rien. Bon, plus de la moitié de mes professeurs du lycée, du secondaire, etc., comme je suis arrivé en Algérie vers la fin du secondaire à l'indépendance, donc depuis le Maroc où on était réfugiés, plus de la moitié de nos enseignants venaient de France. Et c'était 99,9% des communistes
ou socialistes de l'époque, rien à voir avec le socialisme d'aujourd'hui, hein, rien à voir, enfin la plupart, et de la Sorbonne, particulièrement la Sorbonne, donc quand je suis arrivé à l'université. Bon, alors, je vous dis tout ça, pourquoi j'ai bifurqué sur l'Algérie et les professeurs que j'ai eus. Enfin, peu importe, mais c'était donc sur cette histoire de l'union des frères. Oui, ah oui, je vous parlais de la gauche, des Cubains. Les Cubains, c'était un peu la même chose. Il y avait des Cubains francophones, des Cubains anglophones ou carrément hispanophones, donc qui enseignaient soit la langue espagnole, soit etc., soit la médecine, par exemple. Beaucoup de Cubains étaient aussi professeurs en médecine, et on avait des réfugiés de toutes les dictatures du monde, de l'Argentine, du Chili, les Panthères noires des États-Unis, les Black Panthers, etc. Bon, le mouvement de Malcolm X, oui, c'est ça, c'est les Black Panthers. Il y a eu d'autres mouvements aussi aux États-Unis dont j'oublie le nom, mais on avait, d'ailleurs, c'est là que j'ai été surinitié à la musique du jazz et à jouer du jazz avec ces gens-là qui étaient souvent enfin souvent, ceux que j'ai connus en tout cas à travers les milieux de la musique. Ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois, et qui étaient essentiellement des jazzmen et des Cubains aussi. Les Cubains sont de très 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 grands jazzmen et jazzwomen aussi, mais à l'époque il n'y en avait pas. À l'époque, c'est surtout des jazzmen. Les women, c'était des chanteuses ou piano. Bon, en tout cas, bon, passons. Donc, alors voilà, alors il y avait aussi des transfuges de ce fameux Front de libération du Québec. Je vous parle des années 70, qui venaient se réfugier en Algérie parce qu'ici au Québec, ils étaient menacés. Et j'en ai connu. Et ce sont ces gens-là qui m'ont, enfin, ou des émanations de ces gens-là qui ont été artisans de mon recrutement à HEC Montréal, qui a été essentiellement créé par eux et des Belges, merci Michel, de gauche, et HEC Montréal était destiné, créé en 1907, hein, la première ébauche, je pense que ça s'appelait à l'école de commerce ou de comptabilité, c'est du genre, mais école de gestion, etc., c'est plutôt 1960 11, si je ne me trompe pas. Enfin, dans ces eaux-là. Alors donc, ce sont ces gens-là qui m'ont recruté. Et donc, avec eux, déjà en Algérie, on parlait de ça. Ce que pratiquement personne dans le monde ne sait. Je parie qu'aucun des Algériens qui nous écoutent, en tout cas, et même d'ailleurs d'autres pays, de France ou n'importe où, savent qu'il y a eu un front de libération du Québec qui voulait faire du Québec une république à l'image de Cuba. Une république social-démocrate, sinon socialiste pour certains. Eh bien voilà, donc par qui j'ai été recruté, par qui, etc. Bon, ça c'est pour faire taire un peu tous ceux qui disent que je suis venu au Canada pour faire fortune avec les grosses fortunes canadiennes. Non, pas du tout. Voilà la voie par laquelle je suis rentré au Canada. Donc des transfuges et des émanations de ces gens-là, de cette époque-là, si ça vous intéresse, il y a un film que vous trouverez sur YouTube qui s'intitule Octobre, tout simplement Octobre, ou Octobre 1970 peut-être Octobre 1970, et c'est sur donc ce mouvement de libération du Québec dont je vous parle et l'histoire d'une des familles qui était la famille Rose, qui était une famille d'ouvriers qui vivaient d'ailleurs dans des quasi-bidonvilles qui existaient encore à l'époque. Le début des années 70, j'ai vu des bidonvilles à Montréal.
Et maintenant, on en revoit avec tous les gens qui sont mis à la porte, qui sont... Amazon vient de fermer 7 entrepôts et mis à la porte des dizaines, donc à la rue, des dizaines de milliers, voilà les roses. Merci beaucoup, Sirabeh, merci infiniment. Des dizaines de les événements d'octobre. Alors là, il y a un film qui a été fait là-dessus. Ça s'appelle comme ça, les événements d'octobre, je ne sais pas. Donc, euh, ces gens-là, les roses, habitaient, si je me trompe, ce qu'on appelait à l'époque le faubourg Amlas, parce que la mélasse, parce que c'est là qu'on faisait du sucre, la mélasse, je sais pas quoi, etc. Bon, peu importe. Donc, c'est des émanations et des transfuges, dans tous les sens que vous voudrez, de ces gens-là qui ont donné des sortes de descendance qui ont voulu, dans les années 90, créer ou raviver le mouvement de gauche du Québec devant ces excès intolérables du néolibéralisme qui commençait déjà à se faire sentir. Déjà, comme il faut. Bon, ça a commencé les années 80, début des années 80, mais bon, 90, encore plus. Et donc, ils ont jugé que c'était peut-être le temps de créer quelque chose qui serait de gauche et qui prendrait racine à partir des souffrances que le néolibéralisme imposait au, au peuple québécois. Donc, l'union des forces progressistes. Alors, ce dont je vous ai vous parlé, c'est cette question. Pourquoi il y a un Davos, il y a un Montebello, il y a un, mon Dieu, Forum mondial de je sais pas quoi, il y a la conférence mondiale de Montréal, il y a il y en a pratiquement une par mois ou moins, sans compter les G20, les G7, les G18, les G14, les je sais pas quoi, de milliardaires qui pensent le bien de notre monde, mais pas une organisation émanant d'autre chose que de milliardaires. Là-bas, là-bas. Bon, alors, pour vous dire, une des dernières conférences, enfin dernière, non, ça fait 10 ans, au moins, quelques, 2, 4, 5 ans avant que je prenne ma retraite, il y a ici une conférence qui s'appelle la conférence de Montréal et qui est l'équivalent, si vous voulez, de Davos, mais qui se tient à Montréal et qui est évidemment organisée et dirigée par les milliardaires du Canada et du Québec, dont notamment les familles des Marais en particulier. Eh bien, il se trouve qu'à à cette conférence-là, si je me souviens bien, 2003, il se trouve que quelqu'un, je ne sais plus comment ni pourquoi, parmi les organisateurs de la version 2003 de cette conférence de Montréal qui veut penser le monde à partir de Montréal, qui a eu l'idée de m'imposer. Alors j'ai su par la suite qu'il voulait faire venir Joseph Stiglitz, mais il n'a pas pu. Alors n'ayant pas Joseph Stiglitz, on aurait dit à cette personne, ben, prenez Omar Aktouf. Et effectivement, j'étais contacté, dis-moi, moi, à la conférence de Montréal, ben oui, monsieur Aktouf, oui, il faut quand même, démocratie, tout ça, il faut qu'on impose un point de vue, au moins un, sur 200, qui disent autre chose que la chanson néolibérale. Les riches, les riches, les riches, les riches, les riches, les riches, les riches et les riches et les riches, plus les riches.
Eh bien, figurez-vous que des membres de la direction de l'Université de Montréal et de HEC Montréal se sont déplacés jusque chez moi une semaine avant j'avais déjà préparé ma conférence, ce que j'allais dire sur l'état du monde, etc. Bon, de mon point de vue. Pour me dire, Monsieur Actou, c'est une question de vie ou de mort. Nous sommes obligés d'enlever votre nom de cette conférence parce que si vous venez, monsieur, et là je peux le dire, bon je vous ai dit, je m'en fous, hein, je dis tout maintenant, je dis tout, 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 tout et tout. Parce que je n'ai plus rien à prouver, je n'ai plus rien à craindre, je n'ai plus rien à gagner, je me fous de tout et de tous, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Eh bien, on m'a dit ceci, textuellement. Omar, si tu viens, Monsieur Desmarais. Alors renseignez-vous qui est Desmarais, qui est la famille Desmarais, D-E-S-M-A-R-A-I-S du Québec, du Canada. Pour vous donner une idée, c'est cette famille-là qui a mis Sarkozy à la présidence en France. Et je sais de quoi je parle. Écoutez la séance dans laquelle Sarkozy a remis la médaille de la Légion d'honneur, de commandeur, le plus haut niveau, commandeur de la Légion d'honneur, à Monsieur Paul Desmarais, un mois après son... Voilà, un ami au grand cœur, dit Sarkozy, voilà. Et ben voilà, la remise. Merci, Sirabeh. Et ben aujourd'hui, Sirabeh, vraiment, tu es un collaborateur précieux. Alors donc, en lui remettant, au moment où il lui remet, ou à un autre moment, je ne sais plus, Sarkozy, même si c'est vrai, ça, il n'aurait pas dû le dire, il l'a dit. Il a dit, on le fait où nous vous faisons grand commandeur, etc., de la Légion d'honneur, parce que sans vous, je ne serai pas président de la France. Sarkozy l'a dit textuellement. Alors voilà la personne qui a dit, si M. Actou vient à cette conférence, moi je ne viens pas. Or, c'est lui qui finance. C'est lui le principal organisateur. Je pense qu'il possède 40% ou 50% du Canada à lui tout seul. Une famille. Comme Bolloré, comme tous les autres, comme Marlon, comme l'a dit Hervé Kempf, avec l'argent de l'État, du gouvernement de Lesage, des années 60, qui a voulu faire du Québec une province qui s'élève au niveau des anglophones, parce que jusque-là, pourquoi il y a eu le Front de libération du Québec et tout ce qui s'ensuit, qui a failli faire une révolution, etc. Eh bien, parce que les francophones étaient tout simplement les esclaves des anglophones. C'est tout. Écoutez, prenez l'Amérique et prenez tout le reste de l'ouest du Canada, et vous avez une gouttelette de francophones, de Français d'origine, qui sont noyés par un hyper-océan d'anglophones. Et c'est eux qui possédaient toutes les affaires, toutes les entreprises, les francophones, c'était comme les colonisés du temps de la colonisation en Algérie. D'ailleurs, le FLQ, le Front de libération du Québec, avait comme élément dans sa plateforme l'idée, bon, tirée de l'exemple algérien, tirée de Frantz Fanon, les œuvres de Frantz Fanon, donc ouais, peau noire, masque blanc, ou masque blanc, oui, peau noire, masque blanc, et les damnés de la terre, ou Albert Memmi, le portrait du colonisé, Memmi, M-E, 2 M-I.
et Frantz Fanon, Fanon, F-A-N-O-N, qui était un psychiatre d'origine haïtienne, si je ne me trompe, et qui a beaucoup contribué à la révolution algérienne, même si en grande partie en prison, si ma mémoire ne me joue pas des tours. En tout cas, donc voilà, c'est inspiré de ça. Et donc, des transfuges, des émanations de ce que je viens de vous dire, voulaient refaire vivre ça, mais le refaire vivre en jouant sur la. Alors, quand j'ai demandé, je n'ai pas terminé pourquoi, mais M. Desmarais, il n'a qu'à sortir des contre-arguments à ce que je vais dire dans ma conférence. Un, il ne sait pas ce que je vais dire. Deux, vous non plus. Trois, moi non plus. Je n'ai pas terminé de la préparer. Et déjà, M. Desmarais va retirer ses billes, va quasiment saboter cette conférence de cette année à cause de ma présence. Eh oui, eh oui, Omar, il l'a dit. Remarquez, ce n'était pas la première fois. Hein. La famille Desmarais, parce qu'il y a le père, il y a le fils, il y a tout ça, c'est des leaders, c'est des génies de père en fils, comme tout le monde. Comme les Vanderbilt, comme les Morgan, comme les Kennedy, tout ça, c'est génétique, hein, c'est évident. Alors donc toute la smala, la tribu, puis comment dire, la famille royale des Marais, allait boycotter la conférence à cause de ma présence. Et regardez, des dirigeants d'institutions universitaires, donc des institutions qui sont censées être des institutions de la pensée contradictoire, de la pensée de débat, de délibération. Ils viennent jusque chez moi dans mon salon me supplier de me retirer pour qu'il n'ait pas à dire le jour de la conférence, voilà, on a interdit. De toutes les façons, je n'avais pas le choix. Si je ne me retirais pas de moi-même, ils interdisaient ma présence. Je n'aurais pas été admis à rentrer dans, peut-être même comme auditeur, je ne sais pas. Enfin, donc voilà, pour vous dire. Alors, bon, c'est un peu échevelé, excusez, j'allais m'excuser encore, mais bon, pas grave. J'espère que c'est pas trop échevelé. Donc, le rapport avec l'UFP, l'Union des forces progressistes, et tout ça, ça a un lien avec ce dont on traite depuis toujours, depuis que je fais ces webinaires, c'est-à-dire ça fait 5 ans ou 6 ans, sur la gestion, l'économie, l'ordre mondial, le néolibéralisme, où on va, etc., etc., etc. Ça en fait partie intégrante. Alors donc, pour vous dire que dans cette conférence de Montréal, par exemple, quelqu'un comme moi, parce que figurez-vous que il y a une espèce de base de données des conférenciers et des intervenants potentiels qui peuvent être invités par des radios, des télévisions, etc., sur des sujets donnés, de leur domaine, évidemment. Moi, c'est l'économie, la gestion, etc. Bon, la géopolitique mondiale, des choses comme ça. Et il y a eu une espèce de résumé de ce qu'est la personne en question. Et pour moi, je suis tombé un jour sur le, le résumé de pédigré qu'on m'a mis. Eh bien, on a mis issu de famille de bergers.
J'ai été berger par accident, en arrivant au Maroc comme réfugié, parce que mon père n'avait pas trouvé autre chose, vu, bon, des tas de circonstances de la vie, que quelque chose qu'on m'étayait, agricole. Et je suis devenu berger par accident jusqu'à l'âge de 11 ans, 10 ans et demi. Nous ne sommes pas une famille de bergers. Alors imaginez mettre quelqu'un qui vient de famille de bergers au même niveau dans une conférence hyper internationale d'hyper milliardaires patronnée par le gigantesque Paul Desmarais, un berger. Arabe, berbère, etc. En plus. En plus. Bon. Alors donc voilà, c'est pour vous dire, voilà ce qui se passe dans les pays démocratiques. Dans les pays que nous, pays du tiers-monde, prenons comme exemple. Là, je vous parle du Canada, là. Des délégations de direction universitaire qui viennent me dire, Omar, s'il te plaît, retire-toi, sinon notre grand milliardaire ne viendra pas. Alors imaginez dans nos pays, hein, j'ose même pas. Alors donc, voilà un peu, si vous voulez, pour vous donner une idée de ce qu'était le Québec de ce moment-là. C'est un peu comme l'Algérie, puisqu'il y a beaucoup d'Algériens qui m'écoutent, du temps de la colonisation. Vous avez les colons, ce qu'on appelait les ultras, etc. Et vous savez tous, par exemple, que les meilleures terres, pratiquement de la Mitidja, de la grande vallée de la Mitidja, qui va depuis Alger jusqu'à Béjaïa, là, jusqu'à la Méditerranée de l'autre côté, entre les montagnes, les meilleures terres ont été données aux colons après la révolte de 1860 d'El Mokrani, si je me souviens bien, ou je pense que je ne me trompe pas. Et donc, il y avait des potentats qu'on appelait les bachas, les bachagas, les pachas, ça vient de la hiérarchie turque dont on a hérité, parce qu'on a été aussi, à un moment donné, avec une administration turque en Algérie. Eh bien, donc c'est un peu le même schéma. Voilà, les anglophones en haut, et puis vous aviez des gallo-romains, des hauts cooptés parmi ceux qui se considéraient comme colonisés par les anglophones, c'est-à-dire les francophones du Québec, et qui prenaient le parti du colon. Par exemple, les familles dont je viens de parler. Bon, alors donc, je reviens à cette question du IFP. Vous allez voir, ça revient à ce que je disais sur pourquoi il n'y a pas, parallèlement, des conférences de chômeurs, de pauvres, d'itinérants, de SDF, etc., pour dire le point de vue des SDF, des femmes, enfin des minorités, comme on dit, en dehors des hyper présents, hyper omniprésents milliardaires de ce monde, ben, pour dire un autre point de vue, autre chose. Il n'y a pas. Non. Alors voilà comment on s'y prenait. Et je m'en suis rendu compte en rentrant. Bon, disons que je le savais. Intellectuellement, théoriquement, je le savais. Mais vécu, non. Je suis donc. Alors, ce que voulaient faire ces transfuges, ces gens qui venaient, alors imaginez, ce sont eux qui voulaient faire cette HEC Montréal. Ils voulaient en faire l'école de hommes d'affaires, donc qui ne soient plus les esclaves des hommes d'affaires anglophones, mais qui soient leurs propres maîtres chez eux, au Québec, et qui ne soient pas que des faiseurs d'argent. Donc HEC Montréal, à sa création, sa vocation,
ce n'était pas how to make money. C'est how to make Quebecers that are able to make money, but to make also a country. Donc, non seulement faire une école de Québécois qui apprennent à comment faire de l'argent, comment devenir des hommes d'affaires, comment acquérir le pouvoir, la puissance, le pouvoir d'influencer les choses, d'influencer la politique, etc., etc. Et en même temps, de faiseurs de pays, pas juste d'argent. Eh ben, ça a duré jusqu'en, je dirais, début des années 2000. Cette espèce de vocation d'HEC Montréal. Jusqu'au milieu des années 2000, il était pratiquement interdit d'y parler anglais. Les textes anglais de management, d'économie, etc., on faisait tout pour les faire traduire en français. Parce qu'on voulait tout en français, publié en français. Des revues d'économie, de business economics, de gestion, etc., en français. Mais depuis la fin des années 90, c'est l'inverse. Il est obligatoire d'y parler anglais, comme dans les écoles de gestion françaises d'ailleurs. Bon, où elles prennent des noms, Lyon Business School of Management, Rennes School Management Business, Toulouse Business Management Hub. Voilà. Bon, alors donc, créer un Québec francophone, indépendant, et cette école de gestion, HEC Montréal, devait être un des fleurons qui devait y contribuer en formant une espèce d'élite que Lénine et d'autres de cette époque et de ces groupes appelleraient l'avant-garde révolutionnaire pour faire la révolution du Québec et en faire une république, un pays indépendant des anglophones, autant américains que des anglophones de l'ouest du Canada, et créer un Québec franco-français et social-démocrate, etc. Je vous dis à l'image de Cuba. Les roses, etc., qu'on vient de vous montrer, et vous le verrez sans doute dans le film, à moins qu'on l'ait enlevé, je ne sais pas, parce que moi j'ai vu la version il y a assez longtemps, qui se rendait à Cuba. Comprendre comment les Cubains ont fait pour... Parce qu'on voulait au départ, au Québec, acquérir une espèce d'indépendance du Québec sans violence. Mais malheureusement, comme toujours, la CIA, la GRC, qui est la Gendarmerie royale du Canada, l'équivalent de la CIA américaine, ben, ils ont manigancé, vous verrez ça dans le fameux film dont je viens de vous parler. Il y a un livre aussi, plusieurs même, qui ont été écrits sur ce thème, si vous cherchez avec les mots-clés correspondants. Eh bien, qui voulait faire du Québec quelque chose de radicalement différent de ce que sont les États-Unis et le Canada anglophone. Donc, essentiellement, apprendre de ces gens-là comment est-ce qu'on fait pour faire des entreprises, pour ceci, pour cela, etc. D'accord, école de gestion, donc HEC Montréal, mais utiliser ça pour créer un pays où les faiseurs d'argent ne font pas que de l'argent pour eux-mêmes. Ils font de l'argent pour construire un pays, et un pays que, je vous dis, j'ai vécu dans les années 70 et début des années 80, c'était Québec, particulièrement le Québec, le Canada en général.
était social-démocrate, c'est pratiquement la Suède. Enfin, la Suède d'avant les catastrophes de maintenant, de l'extrême droite. Bon, alors j'ai mis du temps à arriver à cette espèce à ce qui m'est arrivé avec cette UFP. Eh bien, ce qu'ils voulaient, donc, ces transfuges-là, de ce dont je viens de parler, c'est de, surtout et en premier lieu, montrer au peuple québécois qu'il peut exister des gens de gauche, des gens de pensée social-démocrate, socialiste, etc., qui ne sont pas que des vagabonds qui fument du hash, là, de la marijuana, avec leurs cheveux longs, des hippies. Je ne sais pas si vous le savez, mais ici en Amérique du Nord, l'image du gauchiste, de l'anarchiste, du syndicaliste, communiste, n'en parlons pas, c'est ça. C'est hippie qui fout rien, assis sur son derrière à écouter pousser ses cheveux, comme dirait Antoine dans ses chansons, et qui attend le chèque du gouvernement. Alors voilà, vous dites ça à n'importe qui, aujourd'hui en Amérique du Nord, qu'est-ce que c'est la gauche? Qu'est-ce que c'est socialiste? Qu'est-ce que c'est syndicaliste? Il vous répondra ça. Et c'est pour ça qu'Amazon a pu fermer, je vous ai dit, en mettant des dizaines de milliers d'employés, donc de familles, à la rue, après avoir touché 1 milliard, je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est 100 millions ou 1 milliard de dollars de subventions du gouvernement du Québec. Parce qu'un entrepôt d'une région du nord du Québec a réussi à introduire le syndicat, ils ont fermé les 7 autres. Il y avait 8 entrepôts dans le Québec d'Amazon. Donc, un a fait rentrer le syndicat, ils ont fermé les 7 autres. Ils sont partis avec 100 millions, si ce n'est pas 1 milliard, je ne sais pas. Peut-être que je confonds avec Bombardier, etc., qui est une autre compagnie qui a fait à peu près la même chose, mais ça, c'est dans l'aviation. Eh bien, voilà. Et que dit le Premier ministre du Québec, qui est un comptable? Évidemment, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? C'est le comptable de la famille Desmarais, et équivalent, si vous voulez que ça soit d'autre, même au niveau canadien. Alors, qu'est-ce qu'il dit quand les journalistes ont posé la question? Vous laissez faire, gouvernement du Québec, vous avez donné 100 millions, je pense que c'est 100 millions. C'est déjà quand même, c'est pas mal, hein? De subvention à une entreprise privée dont la famille, les Walton, figure parmi les 10 familles les plus riches du monde, en traitant leurs employés pratiquement au niveau d'esclavage moderne. Et je sais de quoi je parle, renseignez-vous. Et en plus, ils les appellent des associés. Alors, leurs ouvriers, leurs employés, ils les dénomment pas employés ou ouvriers, non, associés. Ils sont associés, mais ils ont le minimum d'avantages de sociaux, etc. Ils ont le minimum du minimum possible du salaire et moins, parce qu'ils emploient des temporaires, des tas de manigances pour faire ça, et ils appellent ça des associés. Alors, je vous expliquerai un jour en psychanalyse ce que ça veut dire, cette façon de faire, de traiter les gens dans le sens contraire duquel on en parle. Ça, c'est un phénomène pathologique qui s'explique très bien par la psychanalyse. Bon, on verra ça quand on y arrivera. Bon, on a tellement de choses à voir. Bon, alors donc, voilà un peu
ce que voulaient faire ces gens, ces transfuges, tout ça dont je vous ai parlé, c'est d'abord, mais je me demande si vous croyez ce que je vous dis là. C'est d'abord et avant tout montrer au peuple québécois, attention, c'est pas parce que quelqu'un ou quelqu'une se dit gauche ou gauchiste ou socialiste ou social-démocrate que c'est un hippie qui fout rien et qui passe sa journée à fumer de l'herbe et à attendre un chèque du gouvernement. Ça peut être autre chose. Et qu'est-ce que c'est cette autre chose qu'ils ont trouvé? Deux personnes. Alors, ils ont été chercher un très bon ami pour qui j'ai la plus grande estime et le plus grand respect, grand médecin, microbiologiste, spécialiste, d'origine iranienne et donc socialiste, gauchiste, de grande famille iranienne, tout ça, mais bon, grand médecin, famille de médecins d'ailleurs. Donc, il voulait donc montrer qu'on pouvait être de gauche et socialiste et social-démocrate, et défendre les ouvriers, défendre les syndicats, etc., se battre contre les abus des patrons, tout ce qui s'ensuit, sans être un hippie qui passe son temps à se droguer et être un grand médecin reconnu. Et deuxième exemple, alors là, c'était le rêve pour eux, un professeur d'HEC Montréal. Ils sont venus me chercher. Alors, évidemment, j'ai dit oui. Alors donc, nous deux, essentiellement, un Iranien et un Algérien, on avait cette mission de montrer pendant une campagne électorale, à ce moment-là, c'était la première, c'était 2003, à laquelle j'ai participé. J'ai participé à deux autres par la suite. Essentiellement, évidemment, gagner des sièges et tout, c'était rêver en couleur. Vous prononcez le mot gauche et vous êtes cuit. Bon. D'ailleurs, j'ai été indirectement associé à un think tank de Bernie Sanders, le fameux gouverneur du Vermont, qui s'est présenté par deux fois à la présidence aux États-Unis, en mettant en exergue et en gros le mot socialiste. J'étais l'un de ceux qui disaient, dans ce groupe que j'ai participé, comme je vous ai dit, j'ai participé aussi à un groupe d'économistes pour le programme de Clinton. Je reviendrai là-dessus parce que ça a un rapport avec l'Algérie, avec ce qui se passe maintenant, etc. Bon, c'est une autre affaire. Donc, j'ai dit, écoutez, dites à Monsieur Sanders d'enlever le mot socialiste. Mettez n'importe quel mot, mais pas gauchiste, pas socialiste, pas syndicaliste, pas travailliste, pas ouvriériste. Ces mots-là, enlevez-les. Parce que même des sympathisants, ces mots-là, ça les fait fuir. Tellement ce quatrième pouvoir, donc la télévision, les journaux, etc., essentiellement la télévision et les réseaux sociaux maintenant, ben, systématiquement, ces mots-là, syndicat, syndicaliste, gauche, gauchiste, social, socialiste, social-démocrate, systématiquement associés à des mots négatifs. Ça, c'est un principe bien connu en linguistique. C'est un processus de formatage, de conception de ce qu'on appelle, bon, je tire un peu sur les cheveux là, ce qu'on appellerait peut-être, il me semble, si ma mémoire ne me trompe pas trop là, le fondement de l'idée qu'on met dans ce qu'on appelle la structure profonde d'une expression. Alors, la structure superficielle, c'est ce qu'on émet, ce qu'on appelle les phonèmes, donc les mots qu'on utilise et leur connotation usuelle, mais il y a aussi des structures plus profondes. Mais c'est pas juste ça, hein, là, je résume
de manière presque caricaturale, mais s'il y a des linguistes qui m'écoutent et tout, je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Si je caricature, je suis obligé de temps en temps, hein. Bon, pourvu qu'on me comprenne et que je me fasse bien comprendre. Donc, systématiquement associé à des mots négatifs. Vous entendez le mot syndicat à la télévision, ici, à Montréal, moi, je vous parie 10 ans de ma vie, il reste encore 10 ans, qui sera suivi de grève, blocage, fermeture, ralentissement, empêchement, systématiquement. Alors, gauche, socialiste, on ne prononce même pas. Pas la peine de chercher. Et si on le fait, c'est pour parler du Venezuela, Nicaragua. Personne ne sait ce qui s'y passe, mais tout le monde sait que c'est la catastrophe, évidemment. Personne ne dira jamais, regardez la catastrophe capitaliste de Haïti. Pourquoi on dit juste regardez la catastrophe socialiste de Cuba? Enfin, catastrophe encore, il faut aller voir, hein. Du Venezuela, du Nicaragua. Pourquoi on ne dit jamais regardez la catastrophe capitaliste du Congo? Non. Ce qui est capitaliste, c'est normal, ça va de soi. Et puis, il n'y a pas de catastrophe capitaliste. Il n'y a que socialistes et communistes. Tout. Bon, alors que si on fait le compte, on trouvera que dans le monde entier, il y a au maximum 5 échecs, si on peut appeler ça des échecs, socialistes, si on peut appeler ça socialistes, et à peu près 80 ou 90 super échecs capitalistes. De l'Amérique latine en passant par toute l'Afrique. Faites le compte. Mais voilà comment, car vous comprenez maintenant, on vous manipule, on nous manipule avec ce quatrième pouvoir. Alors donc, ces transfuges qui ont créé cette union des forces progressistes. Alors on a concocté ce mot, cette appellation pour éviter tout mot de type socialiste, communiste, gauche, union des forces progressistes. Mais évidemment avec un programme de gauche. Il en était donc les deux chargés de montrer que un médecin en blouse, etc., reconnu et connu peut être, hein, et un professeur en cravate et blablabla d'HEC Montréal, hein, peuvent être avec des programmes de gauche. Et bien voilà ce dont je voulais vous parler. Parlant de Davos, et pas de pauvres, pas de machin, pas de trucs, des choses comme ça. Eh bien, j'ai eu à signer une formule, je ne sais pas si ça existe toujours, pour m'inscrire comme candidat à une circonscription donnée de Montréal. Candidat député à la députation au Parlement de Québec. Eh bien, j'ai eu à signer une déclaration qui date du 17e ou 18e, 19e, je ne sais plus, sur l'honneur comme quoi je possède au moins tant d'hectares de terre, d'acres, comme on dit ici. Alors, je ne sais pas quel est l'équivalent entre hectare et acre. Je pense que acre c'est plus grand. Et
que j'y possède maison ou ferme ou manoir ou quelque chose du genre. Ou sinon, que je possède terre, que je mets en météage ou, hein, et un commerce dans telle ville ou tel village ou tel. Pourquoi? Pour éviter qu'un pauvre rentre en politique. Voilà, il fallait signer cette déclaration-là sur l'honneur. Bon, je pense que ça ne doit plus exister maintenant, j'espère, je ne sais pas. Les États-Unis, la même chose. Puis, je pense que ça existe toujours. D'abord, États-Unis, pour dire, juste pour dire, je vais être candidat sénateur ou congressiste, il faut déjà aligner 15-20 millions de dollars, tout de suite. Sinon, même pas la peine d'ouvrir la bouche. Bon, alors voilà, je laisse tomber tout ça et j'essaie de revenir bon, à nos. Bon, je reviendrai plus tard sur l'analité obsessionnelle, tout ça, ce que ça veut dire, mais disons que c'est lié. Le titre d'aujourd'hui, je vous ai dit, donc, Trumpisme, fantasme de super leadership et projet pathologique. Bon. Alors, que fait Trump, en fait? Bon, d'abord, il n'échappera à personne que c'est une personnalité pathologique, entourée de personnalités pathologiques, à commencer par ce mirliton qui s'appelle Elon Musk. Vous l'avez vu sautiller comme un cabri, faire le salut nazi, etc. Et puis le neveu Kennedy, là, ministre de la Santé, qui est un négationniste de la vertu ou de la nécessité ou de l'utilité notamment des vaccins. Bon, on peut nommer un ministre de la Santé au moins neutre, qui dit, écoutez, il y a des pour, il y a des contre, il y a des. Bon, il faut étudier, il faut y réfléchir. Bon, ça, ce serait une attitude, disons, un peu scientifique quand même. Mais là, non. C'est une négation totale. Comme Trump et tous ceux qui l'entourent qui nient le changement du climat. Il n'y a pas de changement climatique. Il y a encore moins de responsabilité humaine dans le changement climatique. Rien. Le climat, il change comme ça, tout seul. Et puis, alors, quel est le programme de Trump? Si on le prend globalement, j'ai déjà parlé la dernière fois, et je vous ai dit que, en gros, on est devant un programme qui va créer, j'aime pas trop utiliser le mot créer, mais qui va générer des conjonctions entre des phénomènes économiques qui, normalement, alors si on admet que la théorie économique néoclassique qui mesure tout ça et qui désigne tout ça, on n'en a pas d'autre pour l'instant. Enfin, on n'en utilise pas d'autres, malheureusement. Ou néolibéral, encore pire. Eh bien, des conjonctions de phénomènes économiques qui jamais, jamais ne devraient rentrer en conjonction selon la théorie néoclassique et néolibérale elle-même. Je vous donnerai des exemples. Bon, je ne vais pas y revenir. Ceux qui veulent comprendre ou approfondir, ben revenez au webinaire passé. Bon, alors donc, aujourd'hui, je voudrais vous dire, dans une perspective historique et plus large, à quel point ce fantasme de super leadership, alors super leadership, c'est pratiquement un fantasme d'immortalité. Alors, on y reviendra
vous verrez. J'avais commencé à vous dire que toutes ces idées sur la critique des fondements épistémologiques et théoriques, etc., de la création, fabrication de toutes pièces de cette théorie du leadership. Alors, leadership vient du mot leader, qui veut dire meneur, dirigeant, etc. Bon, voilà. Et leadership, c'est le substantif. Il y a pas de. En français, ça se traduirait par pouvoir ou autorité ou quelque chose comme ça. Bon. Mais on a adopté en français le mot leadership, comme dans beaucoup de langues d'ailleurs. Alors, donc, c'est quelque chose qui a à voir avec ce qu'on appellerait en psychanalyse le fantasme de toute puissance. Enfin, pas juste en psychanalyse, pourquoi je dis absolument. Ça va depuis la philosophie jusqu'au dernier niveau, plateau, rappelez ça comme vous voulez, d'analyse psychologique un peu approfondie. Eh bien, ça a à voir avec l'idée de se croire mortel ou immortel. Ça va jusque-là. Alors, s'il y en a que ça intéresse, je vous conseille de lire Ernst Becker. Alors, Ernst Becker, ça s'écrit E-R-N-S-T, Ernst. Becker, B-E-C-K-E-R. Et le livre, c'est The Denial of Death, la négation de la mort. Rien que ça. Donc voilà déjà par où commencer. Je vous suggérais aussi Henri Laborit. Henri Laborit, il y en a, bon, 3 ou 4, je pense, qui traitent de ce sujet de manière directe ou indirecte. Je vous ai déjà dit Henri Laborit, L-A-B-O-R-I-T, qui a eu le prix Lasker, parce que c'est lui qui a mis au point la protéine, pas la protéine, qui a synthétisé la, ah, l'hormone qu'on appelle la chlorporazine. Chlorporazine. Bon. Alors, CH, etc., chlorporazine. Alors, dérivés, benzodiazépine, diazépine, etc. Donc, il en a souffert parce qu'on l'a accusé d'avoir créé une camisole chimique du cerveau. Alors que c'est pas ça du tout. Mais il a eu comme on n'y a pas donné, on a failli donner le prix Nobel pour ça, mais je ne sais plus pour quelle raison. À la place, on a donné le prix Lasker. Alors Lasker, L-A-S-K-E-R, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel qu'on donne à des gens qui n'ont pas eu le prix Nobel et qui l'auraient mérité pour certaines choses, donc comme par exemple mise au point de cette synthèse de cette protéine. Bon, on a écrit un livre ensemble qui s'intitule, on est plusieurs, on est une douzaine, qui s'intitule La rupture entre l'entreprise et les hommes. Bon, alors je ne sais pas combien de douzaines on en a vendu, mais je vous assure qu'avec ce titre-là, on n'a pas bien cherché à faire de l'argent, hein. Bon, alors c'est juste pour vous dire que je parle en connaissance de cause et en connaissance de la personne elle-même, Henri Laborit. Bon, c'est pour ça que je conseille systématiquement aux gens qui me demandent, monsieur, comment faire pour se cultiver, apprendre, lire, connaître des... Commencez par des biographies. Voilà. Vous voulez connaître l'œuvre et la pensée de Henri Laborit, merci beaucoup. Voilà. La rupture entre l'entreprise et les hommes, évidemment, il est épuisé depuis longtemps. Moi, je pense que j'en ai juste une reprographie, mais peut-être qu'il se trouve encore d'occasion dans certaines. Alors voilà. Donc, c'était sous l'égide d'un de mes collègues, le professeur Alain Chanlat. Et
le professeur Maurice Dufour, paix à son âme. Et donc voilà. Alors si jamais vous mettez la main dessus, je vous assure que ça vaut la peine. Bon, personnellement, j'y ai 2 chapitres. Ne me demandez pas les titres, je ne m'en souviens pas. Parce que un s'intitule Pourquoi le management aujourd'hui? Et le deuxième, non, vraiment, je m'en souviens pas. C'est le deuxième chapitre. Oh, ça devait être quelque chose comme les théories du management à l'épreuve du terrain, il me semble. Peut-être. Quelque chose de genre-là. Parce que je venais de sortir du terrain des brasseries dont je vous ai parlé. Et donc, ça m'a inspiré tout un chapitre sur tout ce que disait théorie du management et ce qui se passe dans le terrain dont traite le management. Donc, dans Henri Laborie, vous trouverez dans L'homme imaginant, ça j'en suis à peu près sûr, dans Éloge de la fuite, dans Inhibition de l'action, qui est assez technique, mais lisible quand même. Même pour les gens, je veux dire, qui ne sont pas particulièrement euh, introduits dans ce domaine-là, qui traite des hormones, parce que ça traite beaucoup de l'équilibre entre les systèmes qu'on appelle cholinergiques et les systèmes qu'on appelle adrénergiques. Donc, qui vient d'adrénaline et l'autre qui vient de acétylcholine. Et les deux systèmes ont des influences donc différentes, neutralisantes l'une de l'autre. Enfin bon, ça serait compliqué à dire en quelques mots, je n'en dirai pas plus. Alors je pense surtout à ces 3 livres-là. Est-ce qu'il y aurait un quatrième que je pourrais vous conseiller d'Henri Laborit qui traite de ces choses-là? Bon, la rupture entre, bien sûr, il a un chapitre, lui, là-dedans. Je me souviens pas du titre. Bon, en tout cas, voilà. Évidemment, l'immense, paix à son âme, une grande âme, une grande âme et un très grand ami de son vivant, Burkhard Sievers. Alors, Burkhard, B-U-R-K-H-A-R-T, Burkhard Sievers, S-I-E-V-E-R-S. Et son livre, s'il est traduit en français, s'intitule Work, Death and Life, Life and Death Itself. Travail, work, travail, le travail, la vie et la mort elle-même. Work, Life and Death Itself. Et vous verrez dans ce livre les liens qu'il y a à faire entre l'immortalité, le fantasme d'immortalité, le fantasme de toute puissance. Évidemment, toute puissance est être au-dessus de la condition humaine. Quand vous lisez Henri Mintzberg, le manager au quotidien, ben, ces espèces de vice-présidents super efficaces, super géniaux, super intelligents, je sais pas quoi, etc., ben, c'est des surhommes. D'ailleurs, les mots qu'il utilise sont des mots tels quels, au-dessus de la condition humaine, de surhomme, surhumain, capacité surhumaine, etc., etc. C'est incroyable. Les gens qui lisent ça et qui se sentent concernés par ça, ben, ils vont se sentir, ils sont des dieux. Et c'est exactement ce que veulent ces professeurs et ces experts et c'est tout ça en management. C'est caresser bien, comme le massage. C'est pas de la caresse, c'est du massage. Faire du massage dans le sens du poil aux dirigeants.
Vous êtes des stratèges, vous êtes des génies, vous êtes des leaders, vous êtes des sirops, vous êtes Combien de patrons sont prêts à payer des dizaines de milliers de dollars pratiquement par jour pour s'entendre dire par un expert scientifique de HEC, la grande école, HEC Montréal, vous êtes un stratège. Toute l'entreprise, tout ce qui se passe jusqu'à l'atelier, sans vous. Bon, alors voilà, Donald Trump, c'est ça. Alors que je vous ai dit 1000 fois d'où vient la fortune de Donald Trump. Son grand-père et son arrière-grand-père tenaient des maisons closes avec des esclaves amérindiennes et noirs. Voilà, maisons closes. Et avec cet argent-là, Donald Trump s'est mis à acheter des immeubles. Et on sait très bien que c'est quelqu'un qui ne paye pas ses fournisseurs ou qui les paye de manière avec des pratiques de mafia. Voilà. Intimidation, etc., etc. Il paye pas ses fournisseurs, il paye pas il paye pas ses sous-traitants, il paye pas ses ouvriers. Un président qui devient président tout en étant condamné au pénal. Ça s'est vu où, ça? On est dans quel monde, là? Bon, alors je vous disais, l'autre auteur, et là vous allez être surpris, bon, je vous ai cité quelques-uns pour cette histoire de toute puissance et tout ce qui s'ensuit. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Kantorowicz. Excusez-moi, j'ai oublié son prénom. Enfin, je m'excuse de trop m'excuser. J'ai oublié son prénom, mais son nom c'est Kantorowicz. Kantorowitz. Voilà, Kantorowicz. Et le titre du livre, c'est Le double corps du roi. On en parlera quand on parlera spécifiquement du leader et du leadership et des théories fantaisistes, super fantaisistes du leadership. Et lisez ça, ça traite de ce qu'on appelle le double corps du roi anglais. Alors, quel rapport entre ce double corps du roi? Je ne sais pas si vous le savez, mais le roi Charles, que vous voyez, Charles III aujourd'hui, ben, il a deux corps. Oui, oui, dans la théorie, dans la conception tout à fait officielle, anglaise, mais qui date des Tudors. On verra plus tard pourquoi. Des Tudors, donc 15e siècle, et le roi d'Angleterre est censé avoir deux corps, pas un seul. Il a un corps humain, comme vous et moi, qui mange, etc., qui se marie, qui fait des enfants, et le deuxième corps, le corps royal, divin. Il l'appelle divin. Divin royal qui se transmet à sa descendance. Ce qui fait donc que toute personne qui descend d'un roi ou d'une reine, bon, ça date, je pense, de l'époque de Élisabeth Ier. Avant ça, je ne sais pas si on admettait la filiation royale provenant d'une personne de sexe féminin. Je sais plus. Mais il me semble que c'est à partir de Isabelle, qui est, comme par hasard, la dernière descendante de Henri Tudor. Bon, donc, deux corps, royal, divin. Alors, quels sont les premiers arrivés
dans le Nouveau Monde, comme on l'appelait à l'époque, qui est le continent américain. Les Anglais. Bon, je parle pas de beaucoup plutôt des théories ou des réalités. Bon, je ne sais pas trop. En tout cas, il paraît que oui, de Vikings qui auraient traversé l'Atlantique, Normands, de même d'Arabes, de la Corne de l'Afrique, donc Somalie, et en face le Yémen, tout ça qui est de très très grands navigateurs. On ne sait pas trop, mais les Arabes, les Berbères, Méditerranée, tout ça étaient de très très grands navigateurs et astronomes. Ça va ensemble. Bon, l'astronomie, sans les Arabes, et l'islam et la transmission de par la civilisation musulmane, l'astronomie serait inconnue. Bon, alors donc, il est bien, et bien autre chose. Bon, donc, les premiers, donc, si on parle des temps modernes, 15e, 16e siècle, ben, c'est les Anglais. Ensuite, Jacques Cartier, ensuite les Espagnols, bon, mais les Espagnols, c'est plutôt l'Amérique du Sud, mais on parle là de l'Amérique du Nord, là où est né le management. C'est les Anglais, les 13 premières colonies. Et ils devaient justifier une nouvelle forme de pouvoir. Alors là, ça nous ramène à Donald Trump. Une nouvelle forme de pouvoir liée à sa personne, d'autorité, de légitimité, d'autorité, qui n'existait pas en Amérique du Nord. Vous ne connaissez pas. Or, ceux qui ont fui, d'abord l'Angleterre et l'Irlande, beaucoup de misère, en Irlande particulièrement, bon, donc, qui sont arrivés ici, c'était pour créer, je vous raconterai l'histoire d'un patron anglais, philanthrope et de gauche, enfin, de mentalité à l'époque, parce qu'on parle là de la révolution industrielle, à peu près 1830, quelque chose comme ça, qui s'appelle Robert Owen et qu'on classe parmi les socialistes utopistes. Voilà. Robert Owen, O-W-E-N, et qui a essayé de créer ici, en Amérique du Nord, donc quelque part dans l'état de l'actuelle Nouvelle-Angleterre, New England, ou dans les parages, enfin bon, le Delaware ou le Maryland, ou enfin, bon, autour là, de ces 13 premières colonies, ils voulaient créer, comme il le disait, tous ceux qui partaient, donc qui quittaient l'Angleterre et qui venaient se précipiter dans ce nouveau monde, dans l'inconnu, créer un nouveau monde. Qu'est-ce que c'est ce nouveau monde? C'est un monde dans lequel il y a égalité. Plus de noblesse, plus de lord, plus de lord fermier qui a l'autorité sur tout, droit de vie et de mort, etc., parce qu'il possède des terres, parce qu'il est riche, parce qu'il est descendant d'une famille de guerriers, de ceci, des lords, des machins, des Leicester, des Gloucester, de je sais pas quoi. Non, fini. C'est le mérite. Chacun a ce qu'il mérite. Bon, ça aura un côté, disons, négatif, c'est le, le- le terreau de l'individualisme. Mais bon, notre histoire, l'individualisme exacerbé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et malheureusement, pas qu'en Amérique. Bon, alors donc, ces gens-là, arrivés ici, en Amérique du Nord, voulaient créer un monde où il n'y a plus de noblesse, plus de royauté, plus de sang royal, plus de sang de droit divin, plus rien.
tout le monde est être humain, tout le monde a les mêmes chances, tout le monde a les mêmes droits, tout le monde a les... Bon, et on a appelé ça les socialistes utopistes, dont ce fameux Robert Owen. Bon, mais le problème, c'est que des gens comme les Vanderbilt, je vous ai déjà parlé hein, de la façon dont ils ont fait leur fortune. C'est exactement comme le dit Hervé Kempf, comme vous l'a dit pour Arnaud. Bon, n'importe quel Français, vous lui posez la question d'où vient la fortune de Arnaud, et dans les écoles de gestion, HEC Paris, tout ça, on vous dira génie. Voilà, Hervé Kempf, il vous dit, d'où ça vient. Bon, alors, donc, des trafiquants, des bandits, je vous l'ai dit. Alors lisez, relisez, s'il vous plaît, etc. Ce livre que je n'arrête pas de vous montrer, les grands économistes. Hein, s'il vous plaît, si vous c'est pas pour rien, s'il vous plaît, lisez, lisez, lisez ça. Et avec quand fait tout ça, tout ce que je vous montre là, c'est pas pour rien. Alors vous y verrez, notamment comment ces grandes familles qui existent toujours et qui sont leaders de père en fils. Particulièrement. De père en fils, ça arrive aussi dans les Vanderbilt, les Rockefeller, les Reuters, les Morgan, les Ford, tout, Seagram, Bronfman, Kennedy, tous, nommez-les tous. Ils ont tous commencé comme des gangsters, des bandits, mafia. Et c'est pas pour rien que Adam Smith a écrit cette phrase: laissez 3 businessmen faire du business sans surveiller ce qu'ils font, et vous avez 3 brigands. Bon, pas pour rien. Adam Smith, dont ces gens-là se réclament, alors qu'ils aillent le lire un peu, quand même. Alors, voilà donc que ces gens-là, qui ont acquis ces fortunes de la façon dont le décrit notamment L. Bronner, il vous envoie des références, il y en a des références. Bon, je ne vais pas vous parler de Marx, etc., et de tout ce qui est autour des mouvements d'analyse plutôt gauche ou plutôt humanistes, depuis Jean-Jacques Rousseau, etc., qui ont commencé à se pencher sur l'idée de ce que signifie la propriété privée. Et si vous écoutez la suite de la vidéo de Hervé Kampf, vous verrez qu'il vous parle d'un auteur dont on n'en parle jamais. On ne parle jamais dans les livres de gestion ou de business economics. Je suis le seul, et je le dis bien, à ma connaissance, contemporain, à avoir remis ce nom dans les livres de gestion et d'économie. Hervé Kampf en parle. Et il en parle notamment à cause d'un des 2 livres les plus connus de ce Thorstein Veblen, V-E-B-L-E-N, qui était un Norvégien émigré aux États-Unis, économiste, qui est devenu patron de l'école d'économie de Chicago dans les années 40. Et dans la théorie de la classe oisive, alors regardez ces 2 livres les plus connus hein, de Thorstein Veblen, théorie de la classe oisive. Qu'est-ce que c'est la classe oisive? Les patrons. Et ce livre était écrit par le patron de la faculté d'économie de l'université de Chicago, contemporain de John Maynard Keynes, contemporain de Friedrich von Hayek, etc. Voilà, classe oisive, il faut rien. Comme l'a écrit, je vous l'ai déjà dit, Sereb a eu la gentillesse de le montrer le jour où j'en ai parlé, l'article de ce professeur d'économie titularisé à l'âge de 29 ans, donc génie, à Harvard, School of Economics, où
Business, ou Business and Economy, quelque chose comme ça, et qui a écrit un article qui s'intitule What do bosses do? Alors, si Rabah, si tu m'écoutes, si jamais tu peux remettre la main dessus, montre-le encore. Je sais que tu l'as déjà montré. Que font les patrons? Et ça, c'est écrit, ça a été publié en 73. Bon, notamment dans le livre de Hervé Gorz, G-O-R-Z, Critique de la division du travail. Conclusion de Monsieur Stephen Marglin, M-A-R-G-L-I-N, cherchez, vous verrez. Eh bien, les boss, ils foutent rien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont assis à dormir à leur bureau, mais dans le sens de, ils s'agitent, ils s'activent, ils calculent, mais qu'est-ce qu'ils font pour l'entreprise, pour le produit, pour la qualité du produit, pour la durabilité, etc. du produit? Rien. Et c'était les inquiétudes de Taylor, d'ailleurs. Pourquoi la hiérarchie ne sait pas ce que fait l'ouvrier? Ça, Taylor, ça le rendait fou. Ce qui explique un peu beaucoup de choses dans son œuvre, comme on le verra. Bon, alors donc, Thorstein Veblen dit la même chose, mais en 1930, quelque chose comme ça. Théorie de la classe oisive. Il établit une théorie dans laquelle il explique comment les patrons, c'est comme les rois fainéants. Ils font du bruit, ils s'agitent, voilà, they scratch the air, comme on dit, ils grattent l'air, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font réellement pour ce que fait l'entreprise? Ben, zéro. Ce qui sera expliqué plus tard par Marx, l'école marxienne, etc., etc., et même par Stephen Marglin, et évidemment André Gorz, évidemment Claude Durand, etc. Bon, je vous ai cité des gens de ce genre-là, et celui qui a écrit l'établi, Robert Linhart, tout ça, ben, ils sont là uniquement pour se garantir le taux de profit et la destination du profit, c'est-à-dire leur poche. C'est tout. Autrement, ils foutent rien. Voilà, théorie de la classe oisive. Et Hervé Kampf continue, si vous écoutez la vidéo, en expliquant ce que expliquait Thorstein Veblen et qui va être confirmé, si j'ose dire, ou réécrit dans une autre façon par mon ami, grand ami, si jamais il nous écoute, parce qu'il nous écoute de temps en temps, même s'il est à la retraite et pas mal occupé, enfin bon, on va rentrer dans les détails, Michel Chossudovsky, L'économie du luxe. Un livre qui s'intitule L'économie du luxe. Alors, mais ça, c'est récent. Et cet ami, Michel Chossudovsky, D-O-W-S-K-Y, ou I, je sais plus, non, c'est Y, professeur distingué d'économie mathématique à l'Université d'Ottawa, maintenant à la retraite, et qui a écrit ça il y a une dizaine d'années. Thorstein Veblen l'a écrit il y a pratiquement un siècle. La même chose. Qu'est-ce que c'est? Hervé Kampf l'explique. C'est, comme le disait Thorstein Veblen, le fait que cette classe oisive, quelle est son occupation principale? On appellerait ça aujourd'hui le bling-bling. Bling-bling. C'est la rivalité dans l'ostentation. Ils rivalisent entre eux dans l'ostentation de démonstration de richesse. Et Hervé Kampf donne des exemples. Il dit, par exemple, je ne sais pas si on prend il y a 50, 60, 70 ans, les yachts. Il prend l'exemple des yachts, des avions personnels, des jets privés, des choses comme ça. Ben, il dit, un yacht de luxe, tout ça, c'était 60 mètres.
50 mètres. Non, même pas. Je pense qu'il dit 20 ou 30 mètres, ou quelque chose comme ça. Ben, il dit petit à petit, maintenant, ça arrive à 100. Et si M. Bolloré a un yacht de 100 mètres, eh bien, M. Arnaud, on veut un de 120 mètres. Ce qu'on appelle la rivalité ou la concurrence ou la compétition, ou je ne sais pas quel est le mot exact qui a été utilisé, dans l'ostentation. Voilà, montrer ostensiblement qu'on a plus que l'autre. Eh bien ça, un économiste psychologue dont j'oublie le nom, français, il l'a analysé récemment dans un autre livre, un peu dans le même sens. Eh bien, il dit, et j'ai des exemples moi-même que je vous donnerai au fur et à mesure, il dit, ça relève d'une mentalité d'enfant de quotient intellectuel entre 8 et 12 ans. Au moment où, par exemple, les garçons prennent conscience de, excusez-moi, hachakoum, bon, sauf votre respect, de leurs organes génitaux. Et là, bon, il y a une compétition, ils comparent, regarde, moi je fais pipi plus loin que toi, moi plus gros que toi, plus grand. Et bien il dit ça relève de la même mentalité. Bon, il parle des garçons. Chez les filles, je sais pas, ça n'existe pas ce genre de choses. Ce genre de rivalité dans l'ostentation. Peut-être que oui, mais dans un autre sens. Alors voilà de quoi ça relève. Et vous allez voir jusqu'à quel point ça va, ça. Quotient intellectuel, 8, 12 ans, et fantasme de super leader, de mégalomanie, inflation mégalomaniaque du mois. Eh bien, je suis en train de vous faire la description de Donald Trump et de son fantasme de super leader. Et on l'alimente avec toutes ces théories, avec tous ces experts, tous ces consultants, toute cette faune qui gravite autour de lui et qui change d'avis comme on change de chemise et qui le masse dans le sens du poil, exactement comme faisaient les valets et les vassaux des rois fainéants durant le Moyen Âge. Alors voilà où on en est avec Donald Trump et ses projets pathologiques qui sont évidemment des projets qui sont teintés, qui sont imprégnés de mentalité de classe oisive, de rivalité, d'ostentation. Voilà. L'URSS je crois que c'est le plus grand pays du monde. Enfin, l'URSS, la Russie, quel lapsus. Ils ont la plus grande partie du pôle Nord. Eh bien, moi, je vais prendre le Groenland et l'Antarctique. Je pense qu'il a parlé de l'Antarctique, il me semble, je ne sais pas. Et Panama, et Gaza. Et alors voilà. Bon, alors excusez-moi, je suis obligé d'arrêter là parce que si Rabah a besoin de reprendre l'antenne, comme on dit, c'est Rabah, merci infiniment. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui m'ont écouté. Et n'oubliez pas le nerf de la guerre, les commentaires, les likes, les je m'abonne, etc., etc. Bon, j'ai vu que le dernier webinaire a atteint j'ai vu 3 versions de vidéos, 2 sur Facebook et une sur YouTube. On n'est pas loin de 3000. Donc là, on est autour de 3000 depuis quelques webinaires. Ben, tant mieux. J'espère que ça va aller en augmentant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin d'écouter ce genre de discours. Il y a tellement de gens aussi, quand je vois certains commentaires, j'essaie de pas trop les lire parce que des fois, ça me met hors de moi. Des commentaires qui prouvent que ils sont complètement formaté par ce quatrième pouvoir de
la rivalité d'ostentation et de l'individualisme exacerbé qui nous viennent de cette mentalité purement américaine et purement fabriquée aux États-Unis à partir de la naissance des premiers hommes d'affaires, businessmen américains. Merci infiniment et à la semaine prochaine. Allez, bye bye, je ne regarde pas les commentaires parce qu'on n'a pas le temps. Si Rabah a besoin maintenant de prendre la relève. Allez, bonne soirée à tout le monde et encore merci de votre écoute.